va continuer notre après-midi de débat conférence. Donc, Baris, Baptiste, Sylvie, Oweko, Anne, Sophie, oui. Je pense que Anne aussi doit venir. Non, Anne n'est pas là. Tu n'as pas vu Anne depuis ce matin? Bon, ben on fera avec sans Anne. Hein. Elle nous rejoindra en cours de route si elle arrive. Ouais, super. Merci, hein. Gentil. Alors, là, on va adresser une thématique un petit peu différente que ce qu'il y a eu depuis ces 2 derniers jours, enfin cette journée et demie. Le sujet étant le I donc, du BIM, donc la data. Comment cette data... Ah, oui, que voilà, ben oui, je me demandais où est-ce que tu étais. Comment cette data peut nous aider et aider la profession dans le domaine de la démarche éco-responsable, éco-construction, et également dans le domaine de l'environnement de travail. Pour ça aussi que tu es là, Baptiste. On va faire un petit tour de table pour démarrer. Bonjour à tous. Pour répondre à la question, je pense que l'utilisation... Présente-toi d'abord. Ah, d'accord. Okay. Tu vas trop vite, Brahim. Okay. Donc, du coup, pour me représenter, je suis le fondateur de la startup Aweko, qui aide en fait les acteurs de la promotion et de la construction immobilière à construire bas carbone. Donc, on est en accompagnement en fait de l'ensemble du marché, ingénieurs, architectes, etc., en proposant en fait un ensemble de solutions sur notre plateforme. On a plusieurs outils qui sont interopérables et qui peuvent être utilisés justement pour construire et rénover. Donc, merci, on va en parler tout à l'heure. Parlez bien dans le micro, hein. Faut mettre le micro bien proche de la bouche là. Sylvie. Alors, moi, c'est Sylvie, enchantée, ravie d'être là. Moi, j'ai cofondé un cabinet de conseil en innovation. On accompagne les projets d'innovation sur la composante technique, marché et financier. On les aide à structurer, à se poser les bonnes questions au bon moment pour faire avancer les projets. Donc, voilà. Super, merci Sylvie. Baris, je crois que c'est la 4e fois que tu interviens. Je crois que tu dois, ou la 5e, tu dois me trouver pénible, mais je sais que tu as des choses aussi à dire. Bonjour, c'est Baris Sarikoglu, le cofondateur de la société Ascent et qui crée le logiciel Space Designer 3D depuis 13 ans. Et nous sommes des architectes et le sujet, on est plein dedans, éco-construction et... on va en parler. Et Office, voilà. Baptiste, Baptiste, à propos, dans ton pitch là, j'ai bien compris, puisque on travaille ensemble depuis maintenant pas mal d'années, ce que tu fais, mais je fais une petite aparté, hein, si vous permettez. Hein. Comment se fait-il que tu sois là au BIM World? Juste, à part pour me faire plaisir, ok, bien évidemment, à part ça. Alors, Baptiste, moi je suis le fondateur de la société Yellow. On est éditeur de logiciels et on traite du sujet de l'humain, de la compétence, de la polyvalence et puis de la formation au poste et en mission. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est un sujet éminemment transverse. On est issu de l'industrie, du monde des usines, mais on retrouve ces problématiques absolument partout. Aujourd'hui, on a Accenture comme client qui se sert de nos solutions dans les bureaux d'études, et on pense que dans le monde du bâtiment, de la maintenance et des chantiers, on va avoir exactement les mêmes problèmes. Comment est-ce qu'on va pouvoir positionner les personnes avec les bonnes compétences pour réaliser les efforts à faire? Tu vois que tu es légitime sur ce débat. Je te fais pleinement confiance, David. Oh, Anne, vas-y Anne. Ouais, mets-toi là. Ouais, serrez-vous un petit peu si vous pouvez. Non, pas de problème. Anne, tu es déjà intervenue, mais pour les gens qui n'étaient pas là, tu peux te présenter et présenter Surfy en quelques mots, s'il te plaît. Oui, Surfy, c'est un référentiel digital d'exploitation des bâtiments qui, à partir des plans qu'on développe en 2D et en 3D, est capable de restituer toutes les données surfaciques des occupants et des objets dans un bâtiment et de les qualifier. Super, merci. Alors, là, le but de ce débat conférence, c'est le I du BIM, hein, donc la data.
Comment cette data peut-elle nous aider dans une démarche un peu, on va dire, RES, hein, à la fois écologique, économie circulaire, avec l'humain au centre. C'est un peu la thématique de ce débat. Sylvie, toi qui es une spécialiste aussi, je le sais, hein, de l'éco-construction et de l'économie circulaire, comment tu vois ça, toi, au niveau de la chaîne de valeur? Alors, déjà, je pense que le premier point, c'est de définir ce que l'on entend par éco-construction. Alors, l'éco-construction, c'est pas juste construire un bâtiment avec du bois ou d'autres matériaux écologiques. C'est construire un bâtiment qui, certes, au moment de sa construction, est écologique, avec des procédés écologiques, mais qui aussi, durant toute sa vie, c'est-à-dire son exploitation, autant qu'après sa déconstruction, on reste dans des contraintes RSE, des contraintes écologiques fortes. C'est-à-dire, mon bâtiment, je vais le déconstruire, mais en fait, je vais en faire quelque chose. Je vais le faire réentrer dans une économie circulaire. C'est mon bâtiment, à l'instant T, il va consommer beaucoup d'énergie, il va en consommer moins. Voilà, c'est aussi ça. L'éco-construction, c'est pas juste à un instant, j'ai construit un bâtiment en bois, très bien, il n'y a pas de béton, il n'y a pas de ciment, ça pas de CO2. Non, en fait, c'est pas que ça. C'est sur toute la durée de vie. C'est le cycle de vie complet. Exactement, c'est le cycle de vie. Et c'est pour ça que l'information, elle est intéressante parce que justement, cette information, elle permet, quand on construit le modèle au départ, d'être après potentiellement, je parle bien de potentiel et pas de réalité, d'être sur tout le cycle de vie, d'être poursuivi, d'être géré sur tout le cycle de vie du bâtiment et de pouvoir être géré. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une interopérabilité, encore un I, de l'information, toujours ce I, pour avoir des façons de gérer innovantes, encore un I, pour pouvoir en fait avoir cette interopérabilité de la donnée sur tout le cycle pour pouvoir avoir quelque chose qui soit réellement éco-construit, éco-conçu sur tout le cycle de vie. Et j'aime beaucoup, juste, je finis si tu permets, cette année, ils ont appelé le salon le Building Innovating Management. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Ces informations, elles permettent d'envisager des nouveaux business models, d'aller vers de l'économie de la fonctionnalité qui est vraiment quelque chose de très intéressant. Bien. Tu as déjà quasiment fait tout le débat. Voilà, merci, au revoir. Non, mais en fait, ça corrobore, en fait, si tu veux, la vision de SBLM du départ, ce que tu racontes. Hein. Et bien qu'on ne se connaissait pas il y a à peine 3 ans, hein, qui est en fait la vraie problématique du BIM, qui est un processus de travail collaboratif, qui est en fait la continuité, la fiabilité, l'intégrité et l'accessibilité de la donnée tout au long de la chaîne de valeur. Et donc plus particulièrement au niveau de l'éco-construction et au niveau de l'économie circulaire. C'est ce que tu disais. Tout à fait. Baris, toi, qui es architecte avec Isabelle, Oui. tous les deux fondateurs donc de Asint et du produit Space Designer, depuis le début, vous avez ça dans le sang, si on peut dire. Nous ne sommes pas que des architectes, nous sommes des architectes spécialisés dans bioclimatique. Donc, nous avons fait nos études là-dessus. Je le savais, mais c'était pour le... Et l'information, c'est au cœur de... En fait, un de mes tuteurs, André Potvin, pendant que j'étais à mes études, disait une chose, Baris, sans contrainte, tu peux tout construire, tu peux tout concevoir, mais rien réaliser. Et l'information, ça définit les contraintes. Donc les contraintes, mais ensuite, en tant qu'architecte, nous définissons dès le départ notre courant, quelles sont les contraintes que nous privilégions le plus. Dans notre cas, étant des architectes suivant les courants bioclimatiques. Et pour nous, les contraintes sont reliées. Il y a 3 niveaux d'information. L'un qui vient du terrain. Ça veut dire qu'on peut construire oui en béton, oui en bois, oui en autre chose. Mais d'abord, où est-ce qu'on se positionne dans le bâtiment? Et là, il y a de l'information concernant la géolocalisation, le trajectoire du soleil, le climat, les vents dominants. Il y a un second niveau d'information qui vient. Et ça, ça fait partie du sujet de BIM parce que c'est ce que je remarque ici, on parle beaucoup de life cycle, on parle beaucoup de l'exploitation du bâtiment, mais la moitié du BIM, c'est la conception. L'autre moitié, c'est l'exploitation et le cycle de vie. Et dans la conception, le second niveau d'information, c'est le programme. Étant donné les programmes, comment on structure le tout, si on part de l'idée de bioclimatique, c'est un jeu en fait entre le confort humain et l'impact sur la nature.
et comment les contraintes que nous avons, le jeu que nous avons, si on en fait un jeu de l'architecture, comment on peut augmenter le niveau de confort en baissant l'impact sur la nature et l'énergie. Et troisième niveau d'information qui est nécessaire, le I du BIM, c'est au cours de l'exploitation, quels sont les facteurs générés, quelle est l'énergie dépensée, quels sont le flux de personnes, ce qui est enregistré avec les capteurs qui ne sont pas très chers, on peut en mettre partout, on doit en mettre partout. Et toute cette information, qu'est-ce qu'on en fait? Toutes ces informations sont très accessibles en fait et on peut en générer énormément. Une personne génère 150 gigaoctets de données par jour, juste en se déplaçant, en travaillant, en vivant sa vie. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces données? C'est la question du I en fait, l'information, comment on le transforme pour pouvoir réguler une multitude de paramètres. Et ce que je vais dire, c'est que l'humain est une machine qui s'adapte à chaque seconde. Mais nous concevons des bâtiments plutôt statiques. Il faut que les bâtiments, utilisant cette information, utilisant les humains qui l'utilisent, s'ajustent à ses habitants, à ses utilisateurs. Et pour ça, il faut d'abord récupérer les données, leur donner un sens, les exploiter au bon escient. Merci Baris. Brahim, toi tu es vraiment dans le sujet de l'éco-construction. Qu'est-ce qui t'a amené à développer ta solution et en quelques mots, en quoi consiste-t-elle? Moi, ce qui m'a amené en fait à concevoir l'ensemble de ce projet, c'était quelque chose d'assez particulier. C'est un appel à projet en fait qui a été lancé par un incubateur Euratechnologie et un industriel du secteur de la construction qui a voulu en fait chercher Rabot Dutiel Construction exactement, qui a voulu en fait développer un outil pour accompagner l'ensemble de ses métiers, que ce soit les commerciaux d'abord, que ce soit sa branche de promotion, la branche de construction, les contractants généraux, etc. Donc c'est un groupe dans lequel on va retrouver plusieurs métiers. Et en fait, ils n'avaient pas de base commune pour pouvoir travailler et pouvoir en fait justement échanger de l'information tout en essayant de suivre la trajectoire qu'ils se sont fixées, d'éco-construire beaucoup plus et de manière, je vais dire, standardisée sur l'ensemble de leurs projets immobiliers. C'est vrai que Rabot Dutiel est très innovant. Bah, déjà, ils sont dans les Hauts-de-France et avec REF 3, comme tu sais, c'est très orienté économie circulaire et économie d'énergie, transition énergétique. Mais particulièrement, Rabot Dutiel, ils sont très orientés, entreprise familiale d'environ 1000 personnes, hein, c'est ça. Très orientés sur la démarche, construire avec du sens, quoi. Donc, exactement. Et en fait, dans cette démarche-là, ils n'ont pas retrouvé forcément les outils qui permettaient d'adresser certaines problématiques qu'ils avaient. Et nous, en fait, on est intervenu en proposant un outil qui va être justement, donc la caractéristique principale, c'est l'interopérabilité pour pouvoir en fait accompagner les projets du début à la fin, jusqu'à la livraison donc des produits finis. Mais aussi en fait en jouant beaucoup sur la disponibilité de l'information au bon moment. L'accessibilité au bon moment. C'est ça, exactement. Nous, chez nous, en fait, chez Aweco, on va parler beaucoup de gamification. En fait, on joue beaucoup en fait sur rendre la donnée en fait ludique et très facilement accessible. Et c'est vraiment ce qui a fait la différence, je pense, pour nous et qui fait qu'aujourd'hui on se développe comme ça. C'est parce qu'en fait, on rend des masses d'informations très compliquées. On a créé nos propres modèles conceptuels de données qui la rendent en fait finalement très facilement accessible et tout le monde peut la comprendre. Digeste. Exactement. Digeste. Donc c'est exactement ce sur quoi on travaille le plus. Rendre la donnée utile. C'est ça. Et utilisée. C'est ça. Généralement, il y a une statistique qui revient souvent, c'est que dans les entreprises, il y a à peine 15% de la data qui est utilisée. Ça, tu sais, nous, on ne se connaît pas beaucoup, mais un des leitmotivs de SBLM, c'est la démocratisation de l'accès à l'information. Donc, on pense que c'est crucial. Donc, on est bien aligné. C'est ça, c'est clairement un des axes d'amélioration de toutes les entreprises et principalement dans BTP où est-ce qu'on n'a pas forcément justement on a énormément de données disponibles, mais en fait, elle n'est pas forcément accessible au bon moment et surtout pas au moment de la prise de décision. Ce qui peut en fait en faire perdre sa valeur. Et donc là, l'outil, il en est où là? Donc, il est en cours de développement. C'est ça, l'outil. Donc, il est en phase de développement. On l'a maquetté, on l'a défini. Et là, on est en phase de développement. Et normalement, il devrait bientôt arriver chez nos premiers testeurs. Donc, Rabot Dutiel Construction notamment, et probablement un deuxième testeur chez qui on va essayer de l'utiliser cette fois-ci sur une rénovation. Donc, en fait, en quelque sorte, c'est une éco-construction avec Rabot Dutiel. En fait, eux, ils sont plutôt, on va dire, dans un passeur de commande, quelqu'un qui
qui a un besoin. Et nous, en fait, on a eu un travail à la fois commercial de recherche du besoin, donc à la fois auprès de Rabot Dutuel, mais aussi d'autres acteurs du marché, pour identifier vraiment quel outil est-ce que nous, on devrait proposer pour répondre à ces questions-là spécifiques. Et de l'autre côté, ça va plutôt être, je pense, des clients ou actionnaires par la suite. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore décidé. Mais en fait, nous, on est vraiment là pour proposer une solution. On est vraiment là en fait, pour répondre à un besoin initialement et ensuite. Mais ils te font quand même un retour important, ce qui a quand même beaucoup de valeur pour l'élaboration de ton produit. C'est ça. C'est dans ce sens-là que je disais, c'était un peu oui, bien sûr. La co-construction. Exactement. Ok. Si on va maintenant un peu sur l'aspect environnement de travail, Anne, vous chez Surfy, vous êtes une plateforme de gestion de données patrimoniales, mais l'environnement de travail, c'est au cœur de votre sujet, non? C'est au cœur de notre sujet parce que ce qu'on évoque beaucoup ici, c'est la construction. Mais c'est un peu comme le chirurgien du bâtiment. Nous, on va se positionner plus sur les petits généralistes qui va soigner les bobos ou le psychologue qui va comprendre les usages du bâtiment. Et pour ça, il faut aussi disposer de toutes les informations nécessaires, à savoir combien j'ai de mètres carrés, qu'est-ce que j'ai comme disponibilité de bureaux, de lits dans un hôpital, de tout ce dont j'ai besoin, de places assises en général, mais aussi de qui va occuper ces espaces, de quelle façon, est-ce qu'on va affecter en individuel, est-ce qu'on va affecter en territoire, tout ça bouge tout le temps et dépend des besoins organisationnels des entreprises dont la vie bouge sans arrêt. J'ai été DET, j'ai fait ce métier, on sait qu'on va livrer un bâtiment, on va livrer une structure avec un AMO et on sait tout de suite que dans les 6 mois, tout aura changé. Et on a beaucoup investi sur ces espaces-là, vraiment beaucoup, dans la co-construction, dans la conception durable, etc. Et environnementale très pointue, sauf qu'on ne va pas forcément penser derrière à ceux qui vont avoir les clés et qui vont devoir rendre tous les services d'exploitation qu'on promet aux collaborateurs qu'on veut attirer et fidéliser dans nos entreprises avec des services à l'occupant. Et bien Surfy, ça permet de gérer toute cette partie en étant en plus un outil extrêmement convivial qui va s'adresser à tout un chacun à la fois dans la supply chain, environnement de travail et FM qu'il ne faut pas oublier, qui ont aussi besoin, qui va leur permettre à la fois d'être plus efficaces, plus agiles, et avoir une meilleure employabilité parce qu'une meilleure vision et un plus fort engagement dans la réalisation de leur mission. Et ça, d'avoir accès à la donnée, là où on nous demande d'optimiser à partir de rien, 0 fois quelque chose, toutes les optimisations, ça donnera toujours 0. C'est une activité qu'on mesure très difficilement et grâce à Surfy aujourd'hui, on s'aperçoit que la conduite du changement est de plus en plus facile parce qu'on apporte vraiment ce repositionnement dans la stratégie de l'entreprise en général, dans son exploitation et dans ce qu'on promet toujours dans un environnement de travail QVT, qualitatif, tout ce qu'on veut, et on ne se donne pas les moyens de le faire. Pour plein de raisons qu'on ne fera pas ici. Il manquait la technologie, des fonctions peu considérées, parce que là, pour faire le nettoyage du bâtiment, pour autant, derrière, c'est clé. Pourquoi est-ce qu'on construit tous ces bâtiments? C'est pour y vivre. Et donnons-nous les moyens d'y vivre. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a des occupants. Il y a des occupants, il y a des services qu'on leur promet, il y a des services qu'on vend. On vend de la réservation, on vend du ticketing, on vend de la conciergerie, on vend tout un tas de choses. Mais comment délivrer au bon moment, au bon endroit, le bon service à la bonne personne pour qu'elle puisse faire bien son boulot? Parce que c'est quand même pour ça qu'ils sont là, quand ils viennent. Parce qu'il y a aussi toutes les problématiques de flex office, d'intégrer tous les nouveaux services. Comment intégrer facilement dans le setup une solution de réservation ou de ticketing si on n'a pas les données, qui peut réserver, qui peut déclarer un incident et comment on le retrouve. Et c'est ce qu'on fait nous aussi ici avec Maintenance, qui est un de nos partenaires, où on a des gros parcs immobiliers qui sont gérés à la fois avec les équipes terrain, la direction, toute la supply chain des fonctions support, et tout le monde y trouve son compte. Et avec un ROI que je vous dis pas, la précision, le temps gagné et la meilleure vision. Donc la prise de décision hyper construite et facilitée. Sans entrer trop dans l'outil, trop dans la techno, Pouya m'a montré la dernière fois une fonctionnalité que je trouvais très très sympa et qui touche notre sujet. Oui, tout à fait. Quel est le trajet optimal? Quel est le cheminement d'un point A à un point B dans un espace gigantesque? Et ça, on le développe directement et à la fois j'ai trouvé ça génial. Mais c'est génial, c'est génial. Franchement, je l'ai Merci, rarement vu. Je l'ai rarement vu dans les logiciels. Une fois que ces plans sont faits, tu peux leur faire n'importe quoi dans Surfy. Et surtout, au-delà d'accompagner l'humain dans un circuit d'évacuation PMR ou dans quelque chose pour trouver la machine à café la plus proche, ou de sélectionner une salle de réunion
avec mon pote qui est là-bas, l'autre qui est là et moi qui suis encore ailleurs, trouver la bonne salle de réunion avec le plus court cheminement pour les uns et les autres. C'est aussi demain ouvrir la possibilité à un robot d'aller faire quelque chose dans un bâtiment, puisqu'en plus tout est vectorisé par rapport au GPS et on sait exactement trouver, on a tous la même référence pour aller sur cet objet. Et ben, vider une poubelle avec un robot, apporter une solution ou dans un espace, une chambre blanche ou dans un laboratoire comme on peut en avoir, d'apporter un service avec un robot, enfin tout un tas de choses qui seront encore plus facilitantes. J'ai eu, pour l'instant, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir une démo plus avancée. Avec plaisir. Mais j'ai eu qu'une démo d'1 heure et j'ai quand même senti que dans l'élaboration, on arrive assez facilement à comprendre les gens par rapport au produit qui est développé et réciproquement par rapport aux produits qui ont été développés à comprendre les gens. En tout cas, c'est comme les développeurs sont des artistes. Hein, donc, ouais. puis on en a un tout à l'heure qui est Patrick Pouillat, qui n'est pas un des moindres, vous le verrez. Mais j'ai senti que dans l'élaboration de votre produit, il y avait l'humain au centre. Il y a une vraie préoccupation humaine. Il y a une vraie. J'ai été manager de ces équipes. Hein. J'ai géré des prestataires, j'ai géré des équipes dans l'environnement de travail. Je sais à quel point c'est un rôle ingrat. Et je sais à quel point ils ont besoin d'un outil qui soit à la fois compréhensible, accessible et qui leur permette de se sentir mieux, de pouvoir vraiment réaliser leur mission. Ça n'a l'air de rien, mais on a digitalisé les fonctions support avec des SIRH, des SAP, des flux financiers. On a fait tout ce qu'il fallait. Et on a reconnu ces métiers aussi grâce à cette mesure et à cette qualité de service. Aujourd'hui, la technologie permet de le faire pour tout le monde. Dans notre téléphone, on a les moyens de tout faire. Et on n'est pas capable d'avoir la donnée d'exploitation d'un bâtiment. C'était pas possible. C'était plus possible pour nous. En tout cas, j'étais très impressionné par ce que vous avez fait en autofinancement avec toutes les signatures que vous avez. C'est assez exceptionnel. C'est dans ce cadre-là que nous, l'humain, à la fois pour avoir une atteinte économique, accessible à toutes les compétences, et puis c'est ça notre engagement durable, c'est ça notre RSE à nous, c'est de se dire cette donnée-là, elle est essentielle. Là où on a des enjeux environnementaux énormes, on ne connaît pas la moindre information de nos bâtiments, aujourd'hui on est capable de le faire. Donc faisons-le et posons-nous les bonnes questions. Parce que l'éco-conception, est-ce qu'on est sûr que le mobilier qu'on a bien éco-conçu, est-ce qu'on est sûr qu'à la fin de son cycle de vie, comment ça va se passer? Avec Surfi, on peut suivre toute la vie d'un objet, toute la vie d'un revêtement de sol, jusqu'à de sa conception, jusqu'à vraiment son recyclage. Merci, merci Anne. J'ai pris beaucoup la parole. Hein, alors, Baris, avec Space Designer, qui encore une fois est un produit qui m'épate, qui m'a épaté, qui m'épate. Merci. J'ai la prétention de connaître un peu le sujet de la 3D et ce que vous avez développé est sincèrement extraordinaire. Et vous avez des clients qui font des réalisations démentes. J'ai vu des flex office, j'ai vu des bâtiments entiers, j'ai vu des planchers, j'ai vu des aménagements d'espace pour des mariages de fous. Et là, effectivement, avec ce que vous faites et avec la data, vous amenez du bien-être quelque part. Vous avez quasiment dans la démarche space planning que vous avez une démarche sociétale quasiment. Oui, à titre exemple, Saltmine, une société de Singapour qui s'est implantée en Asie, a placé plein de capteurs dans les bureaux qu'ils conçoivent. C'est le plus grand office designer en Asie. Ils ont placé des capteurs partout, qu'ils ont récupéré les données, ils les ont montrés directement au sein de Space Designer. Puisque c'est un framework où vous pouvez ajouter vos propres données dessus, en couche. Et en plus de ça, ils ont leur propre algorithme pour calculer, par exemple, en partant d'un programme, de combien de bureaux il est nécessaire, combien dans Open Space, combien d'espace qui était nécessaire. Au cours de Covid, nous avons développé un outil qui permet en attachant de metadata sur les sièges dessinés dans le plan, de définir des groupes de rotation pour pouvoir diminuer le nombre de personnes, quels sont les conflits par rapport aux distances de sécurité. Il y a beaucoup d'utilisations. Prenons l'exemple de INRS. J'allais en parler, ouais. INRS en France. Vous avez quand même un client français. Oui, non, je blague. Je blague. INRS actuellement offre maintenant depuis, je pense, près de 5 ans, notre outil à la France entière pour que
des espaces techniques comme des espaces de stockage, des cuisines, des usines, la distance de sécurité entre les machines, les voies de circulation, la distance minimum pour accéder aux sorties de secours. Tout ça, c'est accessible pour la France entière en ligne dans le site de INRS, ça s'appelle Mav Implant. Ils ont intégré plein d'outils encore au sein de Space Designer pour pouvoir gérer cette information. Oui, parce que une partie de votre business model, c'est de licencier votre technologie en marque blanche. Oui, c'est que plus que la marque blanche, l'intégrer au sein d'un processus existant et de l'enrichir avec leurs outils, faire toutes les connexions nécessaires et de faire partie, devenir un élément important qui génère beaucoup de valeur au sein de la société. Du coup, assigner un logo, assigner un nom, ça va de soi en fait. Oui, en fait, vous avez développé plus qu'un outil, je dirais, un ensemble d'outils, enfin plus qu'un produit, je voulais dire un ensemble d'outils c'est un framework. Un framework, c'est ça, qui permet, qui en fait peut devenir une colonne vertébrale d'une stratégie technologique basée sur la 3D. Et en ce sens, je pense que vous auriez intérêt à discuter avec, avec Anne, qui eux sont très très spécialisés sur le sujet, ce qui n'est pas le cas de Space Designer, puisque Space Designer adresse différents secteurs industriels. Je pense que vous devriez vous parler. Mais excuse-moi, je t'ai coupé la parole, tu voulais dire? Non, c'est bon, j'ai tout dit. Ok, merci. Super. Baptiste, alors, on a bien compris que pour l'instant, ta clientèle était dans le monde industriel et encore une fois sur, je ne sais pas combien de pays, 8 pays à peu près. Hein, oui, tout à fait. Dans de nombreuses usines, hein, puisque le groupe Daher utilise ton produit dans plus de 50 usines, notamment. Mais la bonne personne au bon endroit au bon moment, c'est également une problématique dans le space planning, parce que je ne veux pas m'asseoir n'importe où, dans n'importe quel bureau, avec n'importe qui ou avec n'importe quelle condition. Non, donc là, il y a quelque chose qui te ressemble quelque part là, dans cette problématique-là. Oui, et je rebondirai sur le fameux I, parce que pour répondre à cette question, il faut avoir l'info. Et là où je rejoins tout à fait les autres intervenants, c'est le bâtiment, il bouge tout le temps. Et l'image qu'on avait au début, c'est plus du tout la même. Alors, que ça soit 6 mois après ou 2 ans après. Mais ça, c'est comment est-ce qu'on va donner la capacité aux usagers ou à ceux qui modifient les choses de mettre à jour le système d'information à leur niveau. Et là, pour le coup, c'est quelque chose sur lequel nous, on a beaucoup d'expérience et qui est clé. Alors, j'ai vu effectivement une petite démo de Surfy. C'est un excellent moyen, par exemple, pour commencer à donner à chacun un petit accès sur la maquette ou sur le système d'information qu'on veut modéliser pour le mettre à jour. Donc tu adhères à cette démarche, je dirais, qui n'est pas la tienne initialement, mais vers laquelle tu souhaites aller dans le secteur de l'AEC, on va dire, du bâtiment, quoi. Absolument. Okay. Ce sont les mêmes principes. Super. Si on revient un peu à l'éco-construction, je vais te passer le micro. Brahim, après ce POC que tu vas faire avec Rabot du Tilleul, comment tu vois l'évolution de ton produit? Quelle est un peu la roadmap dans les grandes lignes de ton produit et comment tu penses que la relation, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, éventuellement pourrait évoluer avec Rabot du Tilleul? En fait, c'est une super question parce que c'est une question qu'on est en train de se poser. Merci Brahim. C'est gentil avec moi. Tu fais ma journée. En fait, c'est une question très actuelle pour nous parce qu'en fait, j'ai été parti sur un simple modèle de SaaS à développer en fait directement chez les constructeurs, etc. avec un modèle, je veux dire, classique de progiciel. Et en fait, pendant le développement, on a été approché par des éditeurs de logiciels qui nous ont proposé en fait de développer nos solutions en tant que plugin que eux pourraient incorporer chez eux. Et en fait, ça reprend un peu ça fait penser à quelque chose, Baptiste. Hein? Voilà. C'est des business models et de développement qu'on envisage de plus en plus parce qu'en fait, nous, quand on arrivait en fait sur ce marché-là, on n'est pas du tout issu du secteur du BTP à la base. On a vu en fait qu'il existait énormément d'innovations et ce salon en a une bonne représentation. Mais en fait, elles répondent en fait chacune
à une petite partie, à une incrémentation en fait d'innovation. C'est une innovation incrémentale en fait qui est de forte valeur mais son morcellement en fait qu'elle devient de moindre valeur. Et en fait, on est face à des acteurs sur le marché qui doivent utiliser aujourd'hui 5, 10, 20, 30 logiciels pour répondre à chacune de ces questions-là. Et en fait, nous, ce qu'on aurait aimé créer de base, c'était une plateforme en fait pour répondre à l'ensemble de ces solutions-là. C'est pour ça que nous-mêmes, on a commencé par créer plusieurs outils qu'on a rendus interopérables sur notre plateforme, mais que demain, on pourra rendre interopérables, par exemple avec des modèles Revit, etc., ce genre de choses. Je comprends. Et la relation avec éventuel arbre mutuel, comme tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais comment potentiellement elle peut évoluer? En fait, elle peut évoluer de deux manières différentes. Soit en fait avec un partenariat commercial. Je veux dire, est-ce qu'on va pouvoir apporter soit uniquement une solution logicielle, soit du logiciel et du service. Auquel cas, on répondra en fait à un besoin d'un client sur lequel on aura travaillé au développement d'une solution sur mesure. Soit en fait avec un partenariat d'actionnariat, parce que eux pourront rentrer en fait au sein de Aweco pour nous aider à nous développer. Aujourd'hui, on est une petite équipe. Je vais dire qu'on utilise un petit peu nos propres ressources pour pouvoir avancer. On est encore au début du projet. Ça fait environ 5 mois et demi qu'on est sur le projet, donc c'est encore très récent. On a eu la chance d'avoir ce partenariat qui nous a permis de rapidement valider un besoin de marché, de pouvoir nous orienter sur les principales fonctionnalités qu'on voulait développer. Et maintenant, c'est vrai qu'on est sur cette question-là actuellement, de est-ce que on pousse le partenariat encore un peu plus loin en actionnariat, ou alors est-ce qu'on reste sur une relation commerciale. Vous le verrez, je pense, au fil de l'eau et au fur et à mesure que le projet avancera. Sylvie, est-ce que dans toutes les sociétés que vous accompagnez avec Vincent, est-ce que cette notion d'environnement de travail, d'importance de l'environnement de travail et comment ça va être géré, vous la ressentez de plus en plus présente? Alors, oui, parce qu'on choisit nos clients. Ah, vous avez cette chance. Voilà, en fait, c'est vrai que on essaye, nous, d'avoir une démarche pour nous-mêmes qui est assez sympa. Hein. Voilà, on est des gens sympas, n'est-ce pas? Mais surtout, je confirme. Surtout, les gens avec qui on travaille sont des gens pour qui ces questions-là, ça va de soi. C'est comme nous, en fait, qui se ressemblent, s'assemblent d'une certaine façon. Et c'est vrai que ces questions-là sont des questions qui se posent. On est dans un espace de coworking, par exemple, ça va te parler, je pense, Anne, où il y a des questions de... ils se sont spécialisés, c'est une entreprise à mission, ils sont spécialisés sur la RSE. On a des clients aussi qui sont de chez eux. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour gérer les places? Comment est-ce qu'on a des nouvelles personnes qui arrivent ou pas? On onboard les personnes, façon de parler. C'est ça. Et comment est-ce que une de leurs questions, par exemple, ça va être comment est-ce qu'on fait rentrer des nouvelles personnes, des nouveaux clients dans l'espace de coworking, tout en sachant qu'on a un nombre de places limité, mais qu'il faut qu'on ait plus de clients. Enfin, ça fait partie aussi des questions qui se posent. On a également des clients, par exemple, alors ça c'est un petit peu plus loin, mais qui font du bilan carbone pour la grande distribution et autres. Et pareil, pour eux, la question du bien-être au travail, etc., c'est une question qui se pose et ils travaillent avec au quotidien. Donc, chacun a ses solutions, mais voilà. Alors, je pense qu'on a tous vu ici que la data était importante pour arriver un peu aux fins d'éco-construction et d'environnement de travail agréable, si on peut dire. La vraie problématique, et vous en êtes un petit peu la preuve vivante, si on peut dire, c'est la continuité de cette donnée qui doit aller sur le chemin du cycle de vie pour que réellement elle soit utile et utilisable. Parce que sinon, si c'est cloisonné, on n'en fera pas grand-chose. Alors merci de votre présence, c'était très agréable de vous avoir, on vous remercie. Et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et puis tout à l'heure, encore une fois, n'oubliez pas la remise des prix. On aura le plaisir d'avoir Patrick Moya à 17h. Merci à vous.